Tout un chacun devrait déjà être au courant du problème. Ce problème, nous en avons tous été affectés d'une manière ou d'une autre, que nous en soyons conscients ou non. Peu importe ce qui a finalement pesé, que ce soit le prix de l'essence, la provenance étrangère du pétrole, la guerre, la pollution, les catastrophes naturelles ou pas si naturelles. Nous reconnaissons qu'il est bien grand temps de changer. En se tournant vers l'énergie solaire, les éoliennes, ou encore en combinant d'autres techniques innovatrices, les gens réclament et reprennent leurs responsabilités. Quoi qu'il en soit, la révolution, ou si vous préférez l'évolution, est à nos portes. Imaginez avoir, il y a 25 ans, fondé une compagnie dont la vision était déjà celle du moment présent. Imaginez avoir pendant 25 ans élaboré des technologies et des stratégies, ne demandant aux gens que de vouloir quitter leur air pollué pour la lumière des énergies renouvelables d'aujourd'hui. Vous seriez sûrement aussi très enthousiaste. La compagnie Tectan comprend aussi que pour faire face aux défis d'aujourd'hui, il convient de se tourner vers le passé aussi bien que vers l'avenir, vers la terre autant que vers le ciel. Il convient encore bien plus de se tourner vers la source d'énergie la plus claire et la plus pure qu'offre la nature. L'eau. L'eau ordinaire, tout simplement. Parce qu'en combinant les molécules de l'eau ordinaire et de l'éthanol ordinaire, on obtient le très extraordinaire aquaol. L'aquaol, voilà ce qui semble pousser bien du monde à un enthousiasme certain, à une activité fébrile. C'est à Montréal, au Québec, que se trouve le centre, le cœur des opérations et des activités de Tectan. Nous y sommes allés pour nous entretenir avec des chimistes, des spécialistes en génie mécanique, des concepteurs, ainsi que les personnes de terrain comme des experts agriculteurs, les mécaniciens automobiles, les agronomes, les fourragers, les producteurs de moulées et les divers autres auxiliaires de cette industrie. Tous participent à l'analyse, à l'expérimentation et à l'évolution des méthodes, des technologies et des systèmes interactifs conçus par Tectan. À partir de partenariats avec l'industrie des pâtes et papiers et des multiples variations de la prodigieuse graine de sorgho, une graminée dont le taux de sucre et le rendement en éthanol est de 2,5 fois supérieur à celui du maïs. Une douzaine de disciplines et d'activités interdépendantes travaillent avec Tectan pour créer une sorte de village virtuel à la fois local et global. Il s'agit de combler le fossé entre ce qui est déjà fonctionnel et ce qui n'est peut-être qu'au prochain tournant. Nous nous sommes entretenus avec des experts en finance et placement. Ils sont prêts à parier que l'alliance des partenariats et des technologies élaborées par Tectan deviendra le fer de lance du développement durable de l'éthanol et de toutes ses nouvelles applications. Nous avons rencontré le président de Tectan, Nino De Santis, pour nous aider à mieux percevoir l'historique du développement de l'aquaol. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis a classé notre produit sous le nom d'Aquaol. En 1980, selon ce même ministère, un aquaol est évalué comme étant 800% plus efficace que le gazole. N'importe qui peut produire du gazole. Dans presque tous les pays, on a mélangé 10% d'alcool à de l'essence. L'aquaol est en revanche un mélange d'alcool et d'eau. Ce que nous appelons l'aquaol de Tectan est en réalité un hybride à partir de deux technologies différentes, chacune remarquable en soi. Mais avant de parler du succès agricole de Tectan dans la production d'une super récolte de sorgho sucrier et de son rendement très élevé en éthanol, attardons-nous un instant sur la technologie d'origine, la clé du mystère, la longue et fascinante histoire d'un mécanisme d'une simplicité désarmante, un système d'injection H2O. Tout a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale. On avait besoin d'augmenter la puissance des avions. TRW et Rolls-Royce inventèrent un système d'injection d'eau. En ajoutant de l'eau dans une chambre de combustion des moteurs, il se produit une expansion de l'ordre de 2000 fois le volume initial, entraînant une augmentation considérable de la puissance. Norman Wag,
de TRW est l'inventeur de ce système qui a permis aux avions chasseurs de la Deuxième Guerre mondiale d'atteindre des altitudes supérieures aux avions ennemis, en les dotant ainsi d'un avantage crucial. Par la suite, WAG a adapté son invention aux voitures de course pour enfin léguer sa technologie et ses secrets de fabrication à Tectan. C'est là qu'ensemble, ils se sont mis à modifier le système pour les voitures ordinaires. Jusqu'à ce jour, Tectan continue d'adapter ses principes dans le but d'atteindre un maximum de performance dans le cours d'une autre bataille, et non la moindre, la bataille contre la pollution. Voici le fameux système à injection d'eau. Ce qui se produit, c'est que ce système injecte de l'eau directement dans la fournaise du moteur, où la température est de 1600 degrés Fahrenheit. L'eau s'y décompose chimiquement en oxygène et en hydrogène. Nous avons demandé à une équipe de mécaniciens d'installer notre appareil sur une vieille voiture ordinaire. Mais auparavant, nous sommes allés chez OTI Emission Laboratories pour qu'ils expliquent et confirment les principes scientifiques de notre système. L'avantage premier d'ajouter de l'eau, c'est que l'eau est composée en masse à 89% d'oxygène et à 11% d'hydrogène. C'est ainsi qu'à environ 1600 degrés Fahrenheit, avec la pression interne de la chambre de combustion, l'eau se décompose chimiquement en ces deux éléments au moment précis de la combustion. Ils se recombinent ensuite, produisant à nouveau de l'eau et de l'énergie propre. Là est le grand avantage. Eh bien, j'espère que vous avez tous compris. Maintenant, voici quelques-uns des avantages qu'offre le système d'injection H2O de Tectan. Nous avons partagé avec plusieurs mécaniciens nos soucis au sujet de problèmes possibles face aux ordinateurs sophistiqués des voitures modernes. Ils nous ont assuré qu'au contraire, c'était maintenant plus facile qu'auparavant. Il suffit d'avoir le code d'entrée. Oui, tout simplement. Ce qui fait que les mécaniciens l'ont installé très rapidement. OK, Fernand et son équipe l'ont installé. Maintenant, voyons voir si ça fonctionne. Démarrer. Fantastique. Je vois l'eau qui commence à monter. Oui, ça coule. L'eau circule. C'est bon signe. Ça n'a pas explosé. C'est encore bon signe. Maintenant, voyons si on peut aller se balader. Parmi tous les avantages invoqués par Tectan en faveur de l'éthanol, depuis les financiers jusqu'aux écologiques, le plus intéressant nous a semblé le suivant. Tectan affirme qu'avec son système, on peut prendre l'essence la moins chère, catégorie straight cut, d'indice d'octane 75. Le moteur ronronnera comme un chaton. En plus, ce système d'injection permettra d'accroître l'indice d'octane à un plus haut niveau que ce qui est offert aujourd'hui dans toutes les stations-service. Alors, nous sommes retournés chez OTI pour tenter l'expérience. Vous avez vérifié. Alors, ça, c'est quoi? De l'essence, indice d'octane 75, vérifié et testé. Dans une voiture normale, un indice d'octane aussi bas provoquerait assurément des cognements et des ratés. Eh bien, de l'essence à bas indice d'octane qui fonctionne comme si c'était de la super. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça te plaît? Je trouve ça très agréable, oui, mais j'écoute, au cas où. Je n'entends rien. Je n'entends absolument rien. Pas le moindre cognement. Zéro cognement. La prochaine fois, on le laissera dans une Rolls-Royce. Laissez-nous supposer que vous vous êtes amusés autant que nous. Donc, en même temps, nous vous avons prouvé l'économie d'essence avant même d'entrer dans le monde merveilleux de l'éthanol et de l'aquarol. Passons maintenant à l'aspect des émissions. Vous connaissez le fidèle et fiable pot catalytique, une pièce intégrée dans presque tous les véhicules automobiles du monde et conçue pour réduire les émissions polluantes. Il y a quelques années, on a découvert que le fameux pot catalytique produit du CO2, ou gaz carbonique, facteur principal du réchauffement de la planète. Les médias n'en ont parlé que peu. Ici même à Montréal, nous avons procédé à un essai en collaboration avec CarQuest.
une des compagnies de distribution des pièces automobiles les plus en croissance aux États-Unis et au Canada. Nous avons comparé 2 voitures, l'une munie de convertisseurs catalytiques, l'autre non. CarQuest nous a remis un document attestant que la voiture sans pot catalytique, mais munie de notre système, produisait moins d'émissions de toute catégorie. Il est en effet notoire que le pot catalytique réduit les polluants les plus importants. Cependant, en se consumant, ces polluants produisent plus de chaleur et plus de CO2. Inversement, le système d'injection de Tectane fonctionne à l'eau. Il refroidit le système d'échappement et réduit le gaz carbonique. Aussi formidable que cela puisse paraître, attendez de voir à quel point tout est mieux encore quand le carburant est à base d'alcool plutôt que de pétrole. Retournons au laboratoire. Voici ce qui se passe quand vous démarrez votre moteur. Nous brûlons l'essence que voici. Comme vous pouvez voir, nous produisons du dioxyde de carbone, CO2, du monoxyde de carbone, CO, de l'oxyde d'azote, NO, ainsi que des hydrocarbures non brûlés. Tous ces éléments polluants se trouvent dans cette fumée que vous voyez. En d'autres mots, ce n'est pas très efficace, c'est une combustion incomplète. Comme vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle la pollution. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on brûle de l'alcool pur. Nous allons constater la différence d'après l'aspect de la flamme. Ceci est de l'alcool pur. On le fait brûler exactement comme on a fait avec l'essence. Comme vous voyez, il n'y a pas de fumée noire. Cette combustion est ce qu'on appelle une combustion complète. Quelle différence! Évidemment, ce qui précède est très excitant. Nous avons donc décidé d'aller faire une balade à la campagne. Ou plutôt, Tectane est allé à la campagne pour mettre à l'essai une autre de ses armes contre la pollution. C'est un super produit agricole qui, en passant, avait d'abord été développé il y a 35 ans sous la présidence de Jimmy Carter, au moment de la crise du pétrole des années 70, et par la suite abandonné lorsque les prix sont revenus à la normale. Ce super produit agricole a pour nom le sorgho sucrier. Sa croissance est plus rapide, son rendement en alcool de loin supérieur. Il ne nécessite aucun pesticide, ses sous-produits comptent au moins une demi-douzaine de dérivés des plus utiles, ou plutôt, c'est bien ce que Tectane prétend. Nous sommes donc allés nous entretenir avec des fermiers et des agronomes. Nous avons écouté attentivement ce qu'ils avaient à nous dire. Oui, le sorgho sucrier donne un meilleur rendement, c'est certain. Et puis, il y a la graine et la tige qui seraient très utiles. Lee est tout simplement un fermier du nord de l'État de New York. Il est à la recherche d'une nouvelle culture de base. Il a tenté d'expérimenter la culture du sorgho sucrier de Tectane. Tout en tenant compte du rude climat nordique, il semblait passablement fonceur et enthousiaste. Tu vois, Nicolas, nous avons planté ici, dans toute cette section. Les rangs n'étaient pas très droits. Nous l'avons semé à la main, donc nous ne pouvions pas vraiment le cultiver. La mauvaise herbe a poussé. Le sorgho a poussé aussi en même temps, mais j'étais convaincu qu'il n'y arriverait pas. Je pensais que la mauvaise herbe l'étoufferait et le tuerait. C'est ce qu'il y a de plus étonnant. Quand la mauvaise herbe a atteint sa taille adulte, le sorgho a continué à pousser. Il a dépassé la mauvaise herbe. Il s'est rendu à une hauteur de 3 mètres à 3,50 mètres. J'étais littéralement stupéfait, abasourdi de voir que le sorgho pouvait dépasser la mauvaise herbe comme ça et atteindre cette taille incroyable. Le maïs pousse jusqu'à quelle hauteur normalement? Eh bien, il peut atteindre de 2 mètres à 2,50 mètres, mais le sorgho a dépassé cela de loin. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'on n'avait pas ajouté de fertilisant. On ne l'a pas vaporisé avec quoi que ce soit, et quand la mauvaise herbe a atteint sa pleine hauteur, le sorgho l'a dépassé comme une fusée. Je n'en revenais pas. Si quelqu'un me l'avait raconté, j'aurais eu peine à le croire. Quand on sait que pour le maïs, il faut du fertilisant, il faut le vaporiser, et ça coûte très cher. Et je ne connais aucune variété de maïs qui peut produire 2 récoltes par année. Par contre, il est plutôt triste de constater que depuis toutes ces années, les fermiers tirent le diable par la queue à faire pousser du maïs qui est toxique pour le sol, nécessite des tonnes de pesticides qui coûtent très cher et qui, comme Lee nous l'a fait remarquer, produit fort peu d'alcool. Tout cela nous porterait à croire qu'il y aurait un cartel du maïs qui contraint les fermiers à le faire.
Nous sommes donc passés à l'étape suivante, au Jardin botanique de Montréal, où on procède à une recherche plus rigoureuse et contrôlée sur 6 variétés de graines de sorgho. Tom travaille chez Tectane depuis 6 ans. Tom est en réalité un militant, un champion du merveilleux, du prodigieux sorgho sucrier. Il est persuadé que le sorgho sucrier pourrait littéralement sauver la planète. S'il est planté comme il se doit, le sorgho développe plusieurs tiges à la fois. Il peut être planté même dans les sols les plus arides de plusieurs pays en voie de développement. Tom affirme que nous sommes à la croisée des chemins, ou bien nous continuons à polluer le sol avec des produits agricoles dommageables, ou bien nous choisissons un autre qui pourra tout changer. C'est à bien y penser. Donc passons à l'étape suivante et allons vérifier l'évolution d'un projet gouvernemental coordonné par Tectane. Là où les graines de sorgho sont évaluées, croisées et hybridées, il faut trouver la meilleure graine, celle qui sauvera la terre même où elle aurait été semée. Nous nous sommes entretenus avec Martin Tremblay. Il travaille à l'Institut de recherche et de développement en agronomie du gouvernement du Québec. Il note qu'on s'amuse ferme dans cette boîte, à vérifier, classer, analyser, cataloguer, ranger et entreposer. Cela nous paraît peut-être fastidieux, mais c'est ainsi qu'on doit procéder. Martin nous a emmenés sur le terrain et chemin faisant, nous avons pris le temps de discuter des ravages causés par le maïs. Souvenons-nous que nous étions au mois d'août. Le sorgho était encore en herbe, mais les finalistes étaient déjà présents pour le concours de M. Sorgho Sucrier. Le gagnant serait bien sûr promis au concours de M. Monde ou de M. Sauveur du Monde, dont la renommée s'étendra un peu partout sur la planète, jusqu'en Chine et plus loin. Souvenons-nous que le candidat gagnant devra pousser rapidement, consommer peu d'eau, donner 2 récoltes par an, ce qu'aucune autre récolte d'éthanol promet, avoir une abondante coiffure de graines et une tige solide permettant d'innombrables usages. Désormais, mon cher, pour gagner le titre de Monsieur Monde, il te faut plus qu'une musculature ondulante et un maillot trop ajusté. Bon, un peu de sérieux maintenant. Pour tous ceux qui sont encore fascinés par nos propos, passons à la dernière étape, la dernière vérification. Un chercheur de la prestigieuse université Cornell pense que la solution sorgho sucrier est déjà prête à être homologuée. Ce genre de culture n'exige pas de gros investissements. Elle peut se faire sur de petites exploitations agricoles et vraiment aider les communautés rurales. Quant au sorgho sucrier, j'étais ici il y a quelques années et j'ai vu qu'on avait obtenu de très bonnes récoltes avec un minimum de fertilisants et aucun herbicide. J'ai des photos où le sorgho nous dépassait d'au moins 2 mètres à 2,50 m. C'était très motivant. Avec un minimum de soins, la récolte était au-dessus de nos têtes. Pour les décideurs, les bénéfices sont là. Avec le système d'injection H2O de Tectane, on peut non seulement utiliser de l'essence à très faible indice d'octane, mais aussi de l'éthanol, le carburant le moins cher et le plus propre au monde. Au fond, c'est simple. L'éthanol est un alcool qui peut être extrait du sorgho sucrier, de la betterave à sucre, de la canne ou de toute autre plante sucrière. N'importe qui peut produire de l'éthanol. En ce qui nous concerne, nous utilisons de l'éthanol hydraté. Notre système d'injection H2O est mieux adapté pour utiliser l'éthanol hydraté ou hydrate d'éthanol. Nous n'avons pas besoin de l'éthanol non hydraté, qui est beaucoup plus coûteux et qui est celui que l'on mélange avec l'essence présentement pour produire le gazole. Avec notre procédé, vous obtenez une meilleure efficacité à un moindre coût, donc une plus grande marge de profit. Et les sous-produits dérivés? Alors que vous pensiez être impressionné au maximum, laissez-nous vous intéresser à ce qui suit, c'est-à-dire à tout ce qui peut être produit en sus du carburant. Depuis 200 ans, l'industrie de la canne à sucre s'est contentée de broyer la canne, entraînant la perte de tous les sous-produits possibles. On ne produisait qu'un résidu appelé bagasse. Il servait à alimenter les fournaises pour faire marcher la sucrière. De notre côté, nous fonctionnons plutôt à la manière d'une scierie. Nous séparons d'abord la fibre de la sucrose. Nous disposons des fibres comme produit de rechange pour les pâtes et papier, et aussi comme source de combustible afin de produire de l'électricité pour les municipalités. En outre, à partir de la graine, nous produisons aussi de la farine pour le pain, la moulée et les céréales. Ce sont là des sous-produits de grande valeur.
Là encore, nous ne nous laisserons pas charmer par des promesses en l'air. Examinons en profondeur un domaine qui, à prime abord, ne semble pas être des plus excitants, celui des fourrages émoulés, des copeaux de bois, des matériaux de construction, des pâtes et papiers. Et voilà maintenant ces produits en avant-scène, parce que la deuxième cause en importance du réchauffement de la planète, cette cause, c'est le déboisement, tant et si bien que la Chine vient de déclarer illégal tout abattage de bois. Point barre. Croyez-le ou non, tous les produits dérivés du sorgho sucrier pourront exercer une influence décisive dans tous ces domaines et aider au développement durable tout en préservant l'atmosphère. Le sous-produit le plus important, les matériaux de construction. Ainsi que nous venons d'entendre, la tige du plant peut être fendue plutôt que broyée et les brins des fibres tissés pour obtenir non pas du panneau comprimé de bas de gamme, mais plutôt un succédané organique en remplacement du contreplaqué pour la construction de maisons n'importe où dans le monde. Le sorgho met pour parvenir à maturité le 10e du temps nécessaire aux arbres pour repousser jusqu'à leur taille adulte. Les beaux grands arbres, ainsi épargnés, pourront continuer à absorber le CO2 avant que les ours polaires ne perdent patience et ne descendent en Chine pour protester sur la place Tiananmen. Ensuite vient le papier. Bien sûr que le sorgho sucrier est formidable pour produire de l'éthanol. Mais en revanche, ce qui est important pour la Chine, c'est qu'ils possèdent des centaines de papetières qui ont beaucoup de difficultés à importer la cellulose nécessaire à leur entreprise. La cellulose est le deuxième plus important sous-produit de la tige du sorgho. Au Canada, il se vend entre 80 et 120 $ la tonne. Tout ceci pourrait fournir à la Chine un nouvel élan pour qu'elle produise son propre papier. Toute cette technologie a été expérimentée à la papetière Cascade pour utiliser la fibre du sorgho dans la production de papier. Nous sommes donc allés voir les industriels des pâtes et papiers. Nous avons supposé qu'ils y eussent pensé s'ils avaient été mis au courant des économies considérables possibles. Mais non. Aujourd'hui, ils se sont rendus à l'évidence. Cela fait bientôt 4 ans que nous utilisons le sorgho, donc depuis 2003, et nous continuons à expérimenter. Leurs études démontrent qu'ils pourraient consommer 30% moins de bois en lui substituant de la pâte de sorgho. Bien sûr, une fois que le sorgho est utilisé pour son application première, nous avons alors l'option d'employer le résidu pour fabriquer du papier. C'est une bonne méthode de rechange. Et enfin, la cerise sur le gâteau. Vous aviez cru avoir épuisé la liste des bienfaits du sorgho, mais non. Il peut encore fournir du fourrage et de la moulée de qualité, et avec la graine, faire du pain pour les populations des pays en voie de développement, où il est plus facile et moins polluant de cultiver le sorgho que la canne à sucre. Autre grand avantage, il consomme moins d'eau. Oui, c'est toute la plante qu'on a donnée à manger aux animaux. Le grain, la tige, tout le reste. Oui, le grain et toute la plante. Si on n'a pas le bon rapport gras-protéines dans le lait qu'on livre, on nous achète le lait moins cher. Par les temps qui courent, les fermiers tirent le diable par la queue. Le sorgho et les marchés qui pourraient s'ouvrir pour l'éthanol, l'aquahol, les graines et les produits dérivés seraient un facteur décisif pour la survie ou la faillite de beaucoup d'entreprises agricoles. Enfin, le commerce de l'énergie lui-même. Les centrales partout en Amérique consument toutes sortes de matières pour produire de l'électricité. Ces dernières sont des partenaires toutes trouvées pour Tectan. Les fournisseurs d'énergie sont peu enthousiastes pour le nucléaire, mais ils continuent à penser que c'est leur seul autre choix s'ils veulent demeurer compétitifs. Il ne faut pas que les copeaux soient trop secs ou trop humides. Le bois de récupération est souvent trop sec. On ne peut pas le brûler tel quel. Il brûle trop chaud. Nos copeaux doivent avoir un taux d'humidité de 35 à 45 %. Ils savent pourtant que l'énergie nucléaire implique des investissements exorbitants et comporte des dangers incalculables. En conséquence, les copeaux de sorgho seraient une solution de rechange idéale au bois humide utilisé présentement. Un autre aspect important de notre procédé, quant à l'efficacité et la réduction des coûts d'exploitation, c'est l'opportunité de cogénération des sous-produits dans la production d'éthanol. Autre problème, autre solution. Une centrale gaspille 30% de son énergie en perte de chaleur. En captant cette chaleur et en l'utilisant pour faire fonctionner une installation éthanol-aquahol, ce système coopératif et cogénératif de Tectan pourrait permettre une économie considérable pour les deux systèmes, tout en aidant l'État à résister à la tentation de l'énergie nucléaire et de ses affreux compagnons,
les déchets nucléaires. Bon, très bien. Nous allons nous arrêter un instant pour écouter la présentation. Si on installait notre système d'injection H2O dans le plus grand nombre d'autos possible, même avec des moteurs à essence, on pourrait faire des économies considérables dès maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. On peut commencer dès aujourd'hui et être opérationnel en moins d'1 an. Admettons que le propos est de taille. Mais avouons quand même que nous avons vu et entendu des choses très convaincantes, que tout cela tient du prodige et surtout qu'il n'y a plus de temps à perdre. Cependant, nous avons quand même pris le temps de relaxer et d'apprécier la ville de Montréal en prenant soin de ne pas trop polluer. Nous avons tenté de digérer le tout et de tirer une vue d'ensemble de la vision et des objectifs de Tectane pour la planète et de ses technologies solo pour les pays en voie de développement. Le développement de l'éthanol, de toutes les activités commerciales connexes et tout le reste. Quand tout cela est réuni avec l'Aquaol, vraiment quelle combinaison formidable. Toutes vos technologies, c'est quand même éblouissant. De notre côté, nous arrivons avec une solution de rechange à l'automatisation généralisée qui s'étend presque partout. À l'heure actuelle, dans le monde, le niveau de sophistication technologique est tel que beaucoup d'emplois sont supprimés, et tout particulièrement dans les pays en voie de développement. Une usine moderne typique d'un pays développé, dont le chiffre d'affaires est de l'ordre de 100 millions de dollars, emploie tout au plus 20 ou 30 personnes. C'est l'automatisation à son meilleur. Le résultat est prodigieux si on considère la seule productivité, mais très désavantageux pour les pays en voie de développement. Il n'y a pas d'emploi à procurer à la population. Quant à notre compagnie, elle fait l'inverse. Nos technologies solo procurent des opportunités d'emploi considérables. Évidemment, vous pensez que tout cela est bien joli et bien beau. Mais comment faire pour le relier au marché financier qui, avouons-le, n'ont pas la réputation d'être trop charitables ou bienveillants? Du point de vue des hommes d'affaires et des courtiers à l'affût du prochain gros gagnant, est-ce que, selon eux, la démarche de Tectane tiendra la route? Nous avons déniché celui qui peut le mieux nous renseigner, le gros bonnet, l'homme en haut lieu, le top. S'il existait quelqu'un de plus haut placé, il a été emporté par le vent. Quelle est votre compagnie et quelle est votre position dans cette compagnie? OK, je suis vice-président senior et gestionnaire de portefeuille chez Montrose Coburton depuis 16 ans. Je fais la recherche d'investissement à travers le monde pour ma clientèle. Je travaille avec une équipe d'analystes et avec d'autres gestionnaires de portefeuille. Intéressant, j'aimerais me joindre au club. Je vous en prie. Dans vos investissements faits ici, combien ont été attribués au domaine de l'énergie depuis les 5 dernières années? Depuis, je dirais, 2 ans et demi, 3 ans. Le secteur de l'énergie comptait pour environ, disons, 10 à 12% de l'indice total. Maintenant, il est au premier rang avec plus ou moins 31%. De la totalité? Ah oui, de l'indice total. Ne soyons pas surpris, puisque la bourse canadienne surclasse les autres bourses importantes depuis les 4 dernières années. Une bonne part de notre document se penche sur les technologies de la compagnie Tectane. Peut-on penser que si l'éthanol, je veux dire l'éthanol à grande échelle, est la tendance majeure vers la meilleure solution de rechange, cela voudrait dire que toute technologie qui pourrait perfectionner la production d'éthanol, c'est-à-dire plus rapide, moins coûteuse, moins polluante, serait vraiment un endroit puissant pour la concentration d'investissement? C'est inévitable. Il faut qu'un premier investisseur s'implique, suivi d'un deuxième. Tout ce qu'il faut en réalité, c'est quelques investisseurs pour enclencher le processus et les autres vont suivre. Ce ne sont pas seulement des individus, des éco-compagnies ou des chefs de file de l'industrie. Ce sont aussi des pays entiers qui s'associent à Tectane dans des projets conjoints partout dans le monde. Le gouvernement des Philippines a ouvert la porte au groupe Tectane. Il est prêt à collaborer. Ceci à partir de lettres d'entente et d'engagement à la fois du gouvernement et du secteur privé. D'autres pays, du Canada à la Thaïlande, s'impliquent tous les jours. Il se passe beaucoup de choses. Nous n'avons plus de temps à perdre. Il y a 6 ans, nous avons commencé à travailler avec la Chine. Depuis ce temps, nous avons établi des partenariats avec le gouvernement chinois pour la mise en valeur de millions d'acres de terre consacrés à la production du sorgho sucrier.
à convertir en éthanol et autres produits dérivés. Passons maintenant à l'aspect bienveillance. Nous voulions connaître l'opinion d'un écologiste, d'un véritable scientifique de l'environnement, qui s'intéresse à la compagnie Tectan seulement au niveau de son impact sur l'environnement et pour qui la locution bilan net et zéro bilan net représente le Saint Graal, le but ultime. J'aimerais bien m'assurer que la démarche de Tectan peut vraiment être décisive dans ce concept de bilan net. Le grand avantage qu'on tire de ce procédé, c'est que pour un mélange d'éthanol et d'eau, les émissions sont négligeables comparées à celles des carburants fossiles conventionnels. En outre, le résultat est très près de ce que nous appelons le bilan net zéro par rapport aux émissions. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que vous pouvez obtenir une récolte, ou selon le climat, 2 récoltes par an de sorgho sucrier. Le sorgho assimile et donc retire une certaine quantité de gaz carbonique de l'atmosphère. Il absorbe le gaz carbonique, ce que nous appelons l'effet de photorisation. Donc, la culture du sorgho procure des avantages importants pour arriver au bilan net zéro. Donc, de passer à la culture du sorgho sucrier, d'être plus efficace au niveau du transport, de recombiner tous les sous-produits, peut donc faire une différence de 10 à 30 %. Je veux dire quant à la viabilité de votre concept. Oui, et on obtiendra une réduction considérable des émissions, et en particulier des émissions de gaz carbonique, qui est le plus nocif de tous les gaz à effet de serre. Alors, comment se fait-il que depuis les 30 dernières années, on n'ait pas cultivé le sorgho sucrier? Comment se fait-il que vous n'ayez même pas entendu parler de la vieille technologie de l'injection à eau, qui pendant tout ce temps aurait pu produire et utiliser de l'aquaol? Pourquoi? Parce que nous avions besoin de pétrole. Et rien que du pétrole. Les compagnies pétrolières et les gouvernements nous l'ont confirmé. Ce n'est pas parce que les gouvernements et les corporations nous mentent. Non, c'est qu'ils oublient des choses pendant quelques décennies. Quelquefois, cependant, elles peuvent leur revenir à l'idée si on prend bien soin de leur rafraîchir la mémoire. Ne soyons pas cyniques pour autant. Nous n'en avons pas les moyens. Nous ne pouvons pas être naïfs non plus. Il est temps de faire ce qui doit être fait et nous avons la technologie pour le faire. Toutes ces technologies, toutes leurs applications nous offrent une vision de l'avenir qui est à la fois innovatrice, organique et coopérative. En ce moment, plusieurs se dévouent pour faire face aux défis. Il est évident que la révolution et l'évolution sont engagées. Tectan est fier de pouvoir s'y joindre et offrir son soutien. Tectan n'est pas seulement une corporation, c'est aussi une invitation écologique et économique.